Congolaises et Congolais, une fois de plus, bonjour. Nous voici encore une fois de plus autour de notre entretien hebdomadaire entre le mouvement de la 4e génération et le peuple congolais. La nation tout entière est entrée dans une phase très importante que nous devons accompagner avec des messages très importants, mais surtout avec des vérités sur la table pour pouvoir aider cette grande nation qu'est le Congo à prendre l'envol nécessaire à son développement. Nous savons que l'élite politique du Congo a échoué et nous pouvons le constater à travers beaucoup de choses. Mais beaucoup se posent la question de savoir pourquoi aujourd'hui la 4e génération lève le voile. Pourquoi la 4e génération ouvre la bouche et donne les tons? Eh bien, c'est parce que, premièrement, le temps est arrivé. Deuxièmement, parce que la situation de la nation est catastrophique. Troisièmement, parce que l'élite politique à la tête de ce pays n'arrive pas à incarner la grandeur de cette nation et à donner à ce peuple les bases de son développement pour garantir son bonheur ainsi qu'aux générations futures, celles de nos enfants qui viendront après nous. Aujourd'hui, nous voulons encore nous entretenir sur les raisons qui ont poussé les mouvements de la 4e génération aujourd'hui à se manifester. Déjà, nous avons 3 raisons fondamentales qui nous poussent aujourd'hui au devant de la scène pour pouvoir parler aux Congolais, parler à la nation et donner des directives précises pour le développement de cette nation, de ces grands pays et pourquoi pas le bonheur de ces grands peuples qui aujourd'hui ressemblent à un troupeau sans berger. La première raison, c'est que nous sentons une responsabilité énorme. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui s'engagent en politique pour les besoins du ventre, sans objectif, sans vision, sans une passion pour le développement du peuple, mais simplement pour se faire un poste sous le soleil, pour s'enrichir ou pour se donner un nom ou un rang parmi ceux qui sont déjà à l'avant. Il n'est pas question, telle n'est pas notre raison, parce que nous sentons cette responsabilité en tant que Congolais, nés au Congo, grandis au Congo, portant en nous les affres d'une administration calamiteuse depuis Mobutu jusqu'à ce jour. En tant qu'élite et intellectuelle, nous avons la responsabilité aujourd'hui de prendre les choses à bras le corps pour pouvoir en donner la réponse correspondante. Le peuple a beaucoup de questions et toutes ces questions n'ont pas de réponse jusqu'à ce jour. Comment un grand pays comme le Congo, avec toutes les potentialités que nous regorgeons, nous n'arrivons pas à garantir le bien-être, le minimum de bien-être à ce peuple qui aujourd'hui croupit dans une misère indescriptible et qui est devenu l'un des peuples les plus pauvres de la terre. C'est une insulte à la mémoire de Lumumba, c'est une insulte à la mémoire de Simon Kimbangu qui ont donné de leur vie pour que nous héritons d'un pays qui appartient réellement aux Congolais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Congolaises et Congolais, les raisons qui nous poussent aujourd'hui au devant de la scène, c'est que les signaux qui indiquent, les signaux indicateurs attestent clairement que le temps est arrivé. Le temps est venu et nous pouvons le découvrir à travers ces 2 raisons fondamentales. Premièrement, l'impuissance de l'État congolais. Deuxièmement, la conspiration internationale visant à maintenir le Congo dans ce statut de réservoir de matières premières. Parlant de l'impuissance de l'État congolais, nous pouvons le voir à travers 3 caractéristiques. Premièrement, la dépendance de l'élite congolaise face aux autres puissances étrangères. Deuxièmement, l'immaturité politique, l'amateurisme politique, le manque de vision, l'affairisme qui bat son plein au sommet de l'État sont autant de raisons qui attestent qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas un État digne de ce nom qui peut garantir leurs droits fondamentaux, garantir leurs libertés individuelles et jeter les bases du développement communautaire. L'impuissance de l'État congolais se manifeste dans plusieurs domaines. Premièrement,
nous avons constaté depuis 1994 la guerre qui bat son plein à l'est du Congo avec 20 millions de morts. Cet État demeure impuissant face aux agressions, alors aux multiples agressions que subit le peuple congolais. Cet État n'arrive pas à protéger sa propre population. Et cette démission de l'État suffit pour dire qu'il est temps de passer à autre chose, de repenser cet État, de refonder cet État pour donner aux Congolais un havre de paix et de sécurité pour garantir leur bonheur. L'impuissance de l'État congolais se voit à l'œil nu. Nous ne pouvons pas comprendre qu'à l'Est, des femmes sont violées, des enfants sont massacrés, des villages entiers sont décimés. Cet État qui continue de faire montre d'un théâtre exacerbant à Kinshasa est incapable, n'est-ce pas, de pouvoir mobiliser une forte armée pour pouvoir aller à l'Est, sécuriser le territoire national et garantir la vie sauve à toutes ces populations qui ne demandent qu'à vivre. N'y a-t-il pas un plan secret visant à décimer cette population et à rétrocéder cette partie du pays si riche à une tierce nation, à un peuple quelconque, autre que les Congolais? Pourquoi l'État congolais demeure-t-il impuissant jusqu'à ce point de ne pas être capable de sécuriser sa population? Comment expliquer l'impuissance de l'État congolais face aux multiples bandes armées étrangères qui pénètrent et qui circulent librement à l'intérieur de notre territoire et qui commettent des exactions? Les pillages des ressources naturelles du Congo, on n'en parle plus. C'est devenu l'enjeu principal de la guerre à l'est du Congo. Au-delà de ces pillages, au-delà de tous ces massacres, il y a un plan secret visant à couper, sinon à balkaniser le Congo, à emietter le territoire national pour pouvoir demain rétrocéder d'autres terres à d'autres pays. Comment expliquer avec toutes les richesses qui regorgent le Congo, nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à mettre sur pied une armée puissante comme à l'état de Mobutu pour pouvoir garantir la souveraineté du territoire national? L'impuissance de l'État congolais acquise donc cette élite de complicité. Nous le savons depuis Laurent Désiré Kabila qui a été poussé par les Rwandais et les Burundais pour servir un certain nombre d'intérêts qui n'ont jamais été éclaircis jusqu'à ce jour, qui l'a mené à sa mort, qui a conduit à son assassinat et qui a été perpétué par Joseph Kabila et son successeur Étienne Tshisekedi. Nous comprenons qu'il y a donc une conspiration internationale. Mais parlons d'abord de cette déliquescence dramatiquement avancée de l'élitisme politique congolais, ce marionnettisme, cette impuissance de l'État. Disons-le clairement, l'État congolais n'existe pas. Alors pourquoi cet État n'existe-t-il pas? Pourquoi refuse-t-on de donner aux Congolais un État puissant qui soit capable de garder ses aspirations nobles et de garantir l'intégrité de ces grands pays, de cette grande nation? Regardez par exemple le paradoxe que nous constatons qui sont révoltants. Un pays riche comme la RDC, 80 fois plus grand que la Belgique, qui est le deuxième poumon vert de la planète. Cela veut dire que le Congo regorge la grande partie de la forêt équatoriale de la Terre. Regardez ce paradoxe. Avec toute cette grande forêt, parce que partout le Congo est vert, avec toute cette grande forêt, vous avez en pleine capitale des écoles où les enfants des Congolais s'asseyent à même le sol sans table banc. Avec cette grande forêt, que fait l'élite congolaise? Regardez les systèmes de santé abandonnés. Regardez les systèmes éducatifs congolais inexistants. Comment voulez-vous construire une nation quand vous êtes incapable de soigner ce peuple et de le mettre à l'école? Ce n'est qu'un peuple qui est cultivé, qui est instruit, qui est civilisé, qui peut donner naissance à une nation puissante. Voulez-vous vraiment avoir un Congo puissant au cœur de l'Afrique?
Alors, comment expliquer cet abandon de l'État? N'en parlons même pas de l'enclavement, puisque le Congo n'a pas de route. Le Congo est administré à 20%, mais le reste du territoire national est le théâtre des bandes armées. Comment pouvez-vous expliquer un pays qui est béni de Dieu par une hydrographie extraordinaire? Partout sur le territoire national, vous avez de l'eau, des fleuves, des rivières. Comment expliquez-vous cela? Qu'en pleine capitale, vous trouvez des Congolais déambulés avec des bidons, des récipients pour chercher l'eau. La pénurie en eau potable est devenue si criante qu'on a le droit d'interroger aujourd'hui les rôles de l'État congolais. Avec toute cette hydrographie, regardez dans d'autres parties du monde, en Asie et ailleurs, des peuples et des États se battent pour de l'eau. Des peuples et des États se battent juste pour conquérir une rivière. Comment expliquer, nous qui avons cette hydrographie abondante de fleuves, l'océan, le mer, les lacs, parmi les plus poissonnés au monde, le peuple congolais manque d'eau potable, le peuple congolais manque de la nourriture nécessaire pour pouvoir s'alimenter correctement. Cette démission de l'État interpelle tout Congolais de bonne conscience. Tout Congolais conscient de la grandeur de cette nation doit réagir, doit aujourd'hui rallier le mouvement de la 4e génération parce que ça est de trop. Il faut agir pour pouvoir sortir les Congos de ces liens. Comment pouvez-vous expliquer un pays comme le Congo qui regorge toutes les richesses possibles, ce pays soit l'un des plus endettés de la terre? Ça veut dire que vous n'avez pas un État capable de valoriser les richesses du Congo à cause d'un affairisme au plus haut niveau de l'État. Le chef de l'État prône la protection de la forêt, en même temps il octroie plus de 20 contrats léonins avec des entreprises offshore pour pouvoir exploiter les richesses, donc procéder par la déforestation du Congo. Ces contradictions suffisent pour nous dire que l'élite congolaise n'a pas de vision. L'élite congolaise a échoué et il est temps aujourd'hui d'intervenir. Les signaux indicateurs attestent clairement qu'une nouvelle génération, la 4e, la génération politique, est à la porte et doit prendre ses responsabilités face à l'histoire. Comment pouvez-vous justifier la pauvreté d'un peuple assis sur l'une des terres les plus riches du monde? Comment pouvez-vous expliquer en pleine capitale, Kinshasa, il y a des quartiers entiers où nous manquons de l'électricité alors que nous possédons l'un des plus puissants barrages électriques du monde, en l'occurrence le barrage de Dinga, déambulés à Kinshasa. Ne parlons pas de délestage, parlons des quartiers entiers qui sont sous-alimentés électriquement parlant, qui n'ont pas d'électricité. Toutes ces raisons suffisent pour décrire lamentablement l'absence de l'État congolais et pour appeler à une nouvelle responsabilité, à une nouvelle redéfinition de l'État pour pouvoir faire du Congo ce que Che Guevara avait dit en 1965, l'épicentre de la Renaissance africaine. Nous avons la conspiration internationale, le plan secret de l'Occident visant à maintenir les Congos à ce statut de réservoir de matières premières et non à un État. Imaginez un État puissant à la tête du Congo, ce serait catastrophique pour des multinationales occidentales qui exploitent les richesses du Congo au profit de leur pays, au détriment du peuple congolais. Il y a donc un plan secret qui date de la conférence de Berlin. Autour du Congo, cette nation a besoin aujourd'hui d'une élite consciente, mais d'une élite capable de comprendre les enjeux de l'ère et de répondre de manière décisive aux problèmes criants de la nation. La conspiration existe bel et bien. Nous pouvons les constater à l'aube des indépendances. Lorsque Lumumba a prôné la grandeur du Congo,
lorsque Lumumba a rappelé à l'Occident ses crimes, ses exactions sur le peuple congolais, lorsque Lumumba a prôné l'émergence d'un Congo grand, indépendant et panafricaniste, la suite, nous le savons, Lumumba a été assassiné lâchement. Et nous avons dit que la fatalité de la première génération politique était de nous avoir légué les 4 choses néfastes qui minent aujourd'hui l'histoire du pays. L'assassinat de Lumumba, les sécessions katangaises et kassayennes, les coups d'État de Mobutu et le changement du nom du Congo en Zaïre. Poussés par les Occidentaux pour pouvoir récupérer les contrôles des matières premières du Congo. Nous l'avons dit à l'entame de cet élément que la guerre à l'est du Congo n'a que comme enjeu principal, sinon unique, les richesses, les ressources naturelles de la terre du Congo. Il faut donc un État puissant. Un État puissant qui sera capable à la fois d'incarner la grandeur de cette nation, qui sera capable de protéger les territoires nationaux, qui sera capable de protéger et de défendre les intérêts du peuple congolais. Si nous n'avons pas un tel État, ce qui est le cas aujourd'hui, alors ce pays continuera d'être à la merci de toutes les puissances prédatrices d'essence occidentale qui continueront alors de freiner le décollage du continent africain, parce qu'il faut se le rappeler, le Congo occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique. Et le Congo est le centre de la renaissance africaine. C'est à partir du Congo que partira le décollage de l'Afrique. Congolaises et Congolais, l'air est grave. Au vu de toutes ces choses que nous venons d'énumérer, il est temps aujourd'hui que nous puissions prendre conscience. Il y a une conspiration occidentale qui pèse sur le Congo. Au-delà de l'assassinat de Lumumba, nous l'avons dit, comment vous expliquer 8 millions de morts au Rwanda? On l'a qualifié de génocide. 20 millions de morts de Congolais, la communauté internationale demeure bouche cousue. Avec la participation de l'ONU, près de 20 000 casques bleus, aujourd'hui réduit à 17 000. Les marionnettes de Kinshasa ne font que reconduire cette mission dont les autorités de l'ONU eux-mêmes ont reconnu n'avoir pas accompli la mission qui leur était assignée. Que fait l'ONU au Congo? Nous devons prendre notre responsabilité en main en tant que peuple, sinon c'est toute notre identité qui part en pâture. Debout Congolais, prenons notre responsabilité en main. L'élite que nous avons à la tête de notre pays a échoué lamentablement. Vous n'avez qu'à constater ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale du pays, où les députés, les élus se battent, des bagarres interminables, où les gens n'ont plus les arguments politiques. L'idéologie est remplacée par la lutte des intérêts à la tête même du pays, au détriment de la dignité et de la grandeur de cette nation. Vous pouvez constater aujourd'hui, le Rwanda et le Burundi, depuis le Rwanda de Kabila, ce sont eux qui mettent des chefs d'État à la tête de ces pays, ce sont eux qui mènent encore la danse, qui influencent la politique de Kinshasa. Parce qu'aucune autorité ne s'est levée pour dire assez, c'est assez. Le Congo ne doit pas demeurer la vache laitière des pays voisins au détriment de son peuple qui croupit dans une misère que l'on ne pourrait plus nommer. Un drame à ciel ouvert auquel participent nos voisins et la communauté internationale. Je ne comprends pas comment les Congolais ne peuvent pas aujourd'hui s'unir. À prendre l'exemple du Front commun qui a conduit aux indépendants de ces pays avec les différents partis politiques autour d'un projet commun, celui d'amener le Congo à s'émanciper de l'autorité belge. Aujourd'hui, les intérêts partisans divisent encore les Congolais. Aujourd'hui, les intérêts partisans continuent de mettre à mal l'avenir de notre pays. Il est plus que jamais temps, et par ma voix, le président du mouvement de la 4e génération, j'appelle tous les partis politiques
à se rallier à cette vision que nous portons, que nous avons pleinement expliqué à travers l'élément précédent, qui nous met aujourd'hui au parfum de ce que nous voulons faire du Congo. Le Congo doit jouer sa partition au cœur de l'Afrique pour le relèvement du continent noir, mais en même temps doit jouer l'équilibre dans les relations internationales. Nous en avons le moyen, nous en avons les compétences, nous en avons les capacités, et je ne vois pas qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui de ne pas jouer ce rôle, si ce n'est alors que ceux qui ne veulent pas que ce pays puisse décoller et continuer d'être dirigé par des marionnettes, des gens manipulables, sans vision, qui sont établis là pour servir les intérêts des autres au détriment des Congolais. Peuple congolais, en septembre de cette année, qui correspond au centenaire de la vision de Simon Kimbangu, de 1921 à l'an 2021, Simon Kimbangu a énoncé cette vision sur la libération du Congo, la libération de l'Afrique, sur la libération systémique du monde noir. Lorsqu'il a dit que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc devient noir, il est temps aujourd'hui de saisir cette opportunité. Et donc, au mois de septembre de cette année, nous allons officiellement lancer le mouvement de la 4e génération sur la place publique de Kinshasa. Nous allons déballer notre projet de société et nous allons amener l'élite politique à l'ordre du jour pour leur montrer la voie à suivre. Il est temps d'arrêter ce marasme, il est temps de mettre fin à ce théâtre pour relever ce Congo et en faire ce que tous les Africains rêvent, le puissant de la renaissance du continent africain.